Donc bonsoir, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut faire de la science, effectivement. Je vais peut-être prendre celui-là, alors oui, merci. Sur un domaine qui a été pendant très longtemps réservé à ce qu'on appelle la science-fiction. Et vous emmener dans le cosmos où on va étudier la vie et éventuellement rechercher la vie extraterrestre. Alors là, je vais prendre un risque parce que quand on commence cette quête, la plupart du temps, on ne se pose pas la question comment définir la vie, qu'est-ce que la vie? Et la raison pour laquelle on ne se pose pas la question, la plupart du temps, c'est qu'on ne connaît qu'un seul exemple jusqu'à présent. Je ne devrais pas vous le dire tout de suite, je suis en train d'anticiper un peu trop, mais il est important que vous sachiez que aujourd'hui, malgré toutes les recherches faites dans ce domaine, nous n'avons pas un exemple sûr, certain, d'une vie ailleurs. Donc le seul exemple dont nous soyons sûrs, c'est la vie terrestre. Alors, question, qu'est-ce que la vie? Pour ça, on va regarder la vie terrestre et puis essayer de définir la vie à partir de l'exemple que nous connaissons. Un organisme est dit vivant quand il échange de la matière, c'est ce que nous faisons, de l'énergie avec son environnement. Il arrive à conserver son autonomie, il se reproduit, ça c'est un élément important, mais ce n'est pas suffisant. Il évolue aussi par sélection naturelle. C'est pas évident de dire bon ça c'est vivant, ça ne l'est pas. Dans les expositions de la Cité des Sciences, vous avez quelques tableaux sur ce problème de qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui ne l'est pas, avec des exemples. C'est juste l'étage au-dessus. Alors, donc, la vie dans le cosmos, première chose, c'est de se dire, s'il y a la vie ailleurs, est-ce qu'elle a évolué comme sur Terre, ou même encore à un stade plus évolué, et est-ce que cette vie extraterrestre éventuelle n'a pas atteint un degré de technologie au moins égal ou même supérieur au nôtre? Et dans ce cas, les extraterrestres doivent faire comme nous le faisons, utiliser les ondes radio, émettre des signaux, comme nous le faisons depuis plus d'un siècle maintenant. Essayons de repérer ces éventuels signaux, volontaires ou signaux émis involontairement, comme nous le faisons aussi. Alors, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche SETI. Alors, SETI, c'est un acronyme qui, en anglais, veut dire « Recherche de l'intelligence extraterrestre ». Il y a eu des expériences de fait, il y a une quarantaine d'années maintenant, spécifiquement pour ça. La première expérience s'appelle l'expérience OSMA. Le scientifique qui a eu l'idée de faire cette expérience s'appelle Frank Drake. C'est de lui que vient une fameuse équation qu'on appelle depuis l'équation de Drake, dont je ne parlerai pas plus parce que ça nous mènerait trop loin, qui essaie de repérer le nombre de civilisations potentielles dans notre galaxie. Donc Frank Drake a eu l'idée de pointer un radiotélescope vers une étoile proche, deux étoiles proches en l'occurrence, du nom de Tau Ceti pour l'une et Epsilon Eridani pour l'autre. Et il a écouté pendant plusieurs jours les signaux émis éventuellement par les environnements de ces étoiles. Bon, alors vous vous doutez, parce que sinon ça aurait fait beaucoup de bruit, c'est le cas de le dire, que ça n'a rien donné, mais l'approche SETI venait de démarrer et continue encore aujourd'hui. Je commence par là parce que c'est à cette époque-là qu'on a vraiment pris conscience que l'on pouvait, par une approche scientifique, essayer de repérer une vie extraterrestre, y compris très loin dans notre galaxie. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, comme je vous le disais, nous n'avons pas eu de message d'extraterrestres, dit-il, mais nous en avons envoyé.
Nous en avons envoyé, en particulier lors de l'envoi de missions spatiales, la mission Pioneer qui a été lancée en 1900. Les missions Pioneer, lancées en 1973 et 1974, portaient une plaque désormais célèbre, censée représenter d'où venait cette sonde de la Terre et où est située la planète Terre, et même qui avait envoyé cette sonde. Alors peut-être la boutade, c'est de dire que les extraterrestres intelligents qui vont découvrir éventuellement cette plaque vont se poser juste une question en se demandant, tiens, ces êtres intelligents qui habitent sur cette planète Terre ne s'habillent pas. Bon, c'est une boutade, évidemment. Alors, il y a eu un autre exemple, donc il y en a eu plusieurs, hein, je ne les citerai pas tous, mais l'autre exemple, c'est celui de la sonde Voyager, les deux sondes Voyager, lancées en 1977, et qui ont atteint Jupiter en 79, puis qui ont fait ce grand tour, dont vous avez sans doute entendu parler, qui les a amenés jusqu'à Saturne, Uranus, Neptune, et ces sondes sont actuellement en train de sortir du système solaire. Eh bien, ces sondes transportent aussi un message, des messages destinés aux extraterrestres éventuels qui retrouveront ce vaisseau dans des dizaines de millions d'années. Alors, les messages sont sous la forme d'un disque qui contient des images, qui contient des sons typiques de la Terre, qui contient même des messages de bienvenue de la plupart des nations terrestres. Donc voilà pour ces messages. Donc tout ça se situe à peu près à la même époque, hein, les années 60-70, et c'est aussi à cette époque qu'est arrivée, qu'a été introduite ce qu'on peut appeler la systématique scientifique pour s'occuper de ce problème de la vie ailleurs. Et c'est arrivé avec le développement des missions Apollo. Lorsque l'homme a décidé d'aller sur la Lune, de se poser sur la Lune, de rapporter des échantillons de notre satellite jusqu'à Terre, la question s'est posée, est-ce qu'on ne risque pas de contaminer la planète Terre avec d'éventuelles bactéries lunaires? Imaginez, s'il y a sur la Lune des germes, des micro-organismes, et qu'on rapporte ces micro-organismes avec les échantillons, est-ce qu'ils ne vont pas interagir avec la vie terrestre et éventuellement être néfastes à la vie terrestre? Donc il y a eu à cette époque-là, dans les années 60, toute une réflexion sur la probabilité qu'il y ait une vie sur la Lune. Bon, on sait maintenant que cette probabilité est quasiment nulle, si ce n'est la vie qu'on lui apporte de Terre. Et la probabilité qu'une vie extraterrestre microscopique puisse interagir avec la vie terrestre. Donc, c'est là qu'est apparue une nouvelle appellation pour une nouvelle science qu'on a appelée l'exobiologie. Alors, quand on regarde la structure de ce terme, exobiologie, exo ailleurs, biologie, étude de la vie, donc étude de la vie ailleurs. Alors, c'était effectivement ça au départ, il y a 40 ans. Depuis, la signification de ce mot a beaucoup changé. Et puis, il y a d'autres termes qui ont été introduits plus récemment. Vous avez peut-être entendu parler d'astrobiologie ou de bioastronomie. Tout ça, ça veut dire quasiment la même chose. C'est l'étude de la vie dans l'univers. Alors, l'étude de la vie dans l'univers, c'est très large. Ça comprend l'étude des origines de la vie, de sa distribution dans tout l'univers, mais aussi de son évolution, et aussi l'étude de ce qui peut conduire à la vie, des structures chimiques, des processus chimiques qui sont liés à la vie. Bien, donc comme vous êtes plein de courage et que vous êtes venu écouter des données scientifiques sur la vie dans l'univers, vous allez avoir droit à 1 heure de cours de biochimie et de biologie. Personne ne se lève. Vous êtes vraiment courageux, hein. Ça va durer 30 secondes. Je voudrais juste vous rappeler que la vie terrestre, bon, alors, tous les systèmes vivants terrestres sont basés sur la cellule, et que la machinerie, toute l'usine biochimique, eh bien, elle est quasiment la même, à quelques différences près, dans tous les systèmes vivants terrestres. Nous sommes tous faits, la cellule est faite principalement d'eau,
il y a une membrane pour séparer les bonnes choses de l'extérieur. Et toute la vie est faite de protéines, des grosses molécules qui servent de catalyseurs, qui servent de structure, comme nos cheveux par exemple, ou une bonne partie de notre structure. Et la vie est faite d'un autre type de macromolécules qu'on appelle les acides nucléiques. Vous avez peut-être entendu parler de l'ADN, de l'ARN, on en parle de plus en plus. Ce sont vraiment les macromolécules, les grosses molécules de la vie. Alors, là j'ai mis des mots, je n'irai pas plus loin, ne soyez pas inquiets sur les données biochimiques. Les protéines sont des très grosses molécules. Elles sont très longues, elles ont beaucoup d'atomes, mais alors elles sont toutes faites à partir de briques. Un peu comme les mots que nous utilisons sont faits de lettres. Eh bien, les protéines, elles utilisent un alphabet à 20 lettres seulement, alors qu'on pourrait construire des milliers de lettres différentes. 20 lettres différentes seulement, mais utilisées un très grand nombre de fois. Donc, avec un alphabet à 20 lettres, on peut avoir un vocabulaire extrêmement riche, surtout si les mots sont très très longs, ce qui est le cas des protéines. Même chose pour les acides nucléiques, à ceci près qu'ils utilisent, eux, que 4 lettres seulement. 4 lettres, ce n'est pas beaucoup. Mais 4 lettres différentes utilisées un très grand nombre de fois, ça va permettre de donner un très grand nombre de mots différents. Et c'est ce qui fait toute la diversité de ces macromolécules et de la vie. Donc voilà, c'était tout pour ces rappels très brefs. Alors, il y en a quand même un autre, qui est que, depuis que Darwin, c'est surtout lui, a introduit la notion de temps en biologie, nous savons maintenant que la vie que nous voyons sur Terre aujourd'hui n'a pas toujours été la même. La vie évolue, elle évolue sur des périodes de temps très larges. La vie actuelle, elle est classifiée par les biologistes en 3 grands domaines. Alors c'est peut-être un peu compliqué là, mais je vais essayer d'aller simple. 3 grands royaumes, ce qu'on appelle le royaume des bactéries, le royaume des archébactéries. Oui, j'ai pas de pointeur en fait. Bon, je m'en passerai. Donc le royaume des bactéries, des archébactéries, et le royaume des eucaryotes dont nous faisons partie, mais pas que nous, il y a aussi des plantes et d'autres espèces vivantes. Alors ce schéma, ce qu'on appelle l'arbre de l'évolution, qui est très simplifié, il montre une chose, il montre que tous ces systèmes vivants que l'on voit aujourd'hui, eh bien, proviennent, c'est la théorie actuelle, d'un ancêtre commun. La racine de cet arbre. Cet ancêtre, on l'appelle, pour faire savant, en franglais, LUCA, ce qui en anglais veut dire le Last Common Universal Ancestor, c'est-à-dire le dernier ancêtre commun à toute la vie terrestre. Donc, la vie sur Terre, on peut l'expliquer aujourd'hui si on arrive à expliquer l'origine de LUCA. Eh bien, ça fait partie d'une des approches de l'exobiologie, comprendre d'où vient ce LUCA, comment est-ce qu'il est apparu sur Terre. Ah, Pascal vient m'aider. Merci beaucoup. Donc, c'est la première approche. La première question des exobiologistes, c'est d'essayer de comprendre l'origine de la vie sur Terre, les conditions nécessaires pour que la vie apparaisse, afin d'extrapoler ça à d'autres environnements. Donc je vais vous dire quelques mots sur ce que l'on pense savoir de l'origine de la vie sur Terre. D'abord, pendant très longtemps, on a cru que la vie pouvait apparaître spontanément. Vous avez sûrement déjà vu ça, vous laissez un repas dans un réfrigérateur qui ne fonctionne plus et vous allez voir, par exemple, un verre de lait qui va se couvrir de moisissures très rapidement. Et vous faites de la génération spontanée de micro-organismes, bien évidemment. Les micro-organismes sont nés spontanément
dans cette nourriture. Alors, c'est ce qu'on a cru jusqu'à ce que Pasteur ait la bonne idée de démontrer que c'est de la contamination. Oui, pardon, excusez-moi. Là, je vais trop vite, c'est pas ce que je voulais faire. Paf, voilà. Alors pour ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lui, Pasteur, ce qu'il se disait, c'est que la vie n'apparaît pas spontanément. Ce que l'on voit, quand on voit se développer comme ça des micro-organismes, eh bien, ils viennent de l'air ambiant qui contiennent des germes, des particules, des aérosols sur lesquels il y a des micro-organismes. Donc chaque fois que ces particules qui sont dans l'air viennent en contact avec de la nourriture, eh bien, ils viennent apporter des micro-organismes. Donc il a eu l'idée de développer une expérience qui a mis clairement en évidence cette hypothèse de contamination. Donc, pas de génération spontanée. La vie n'apparaît pas spontanément. Alors, si c'est le cas, d'où vient-elle? Alors, les scientifiques ont fait alors appel, là on est à la fin du 19e siècle, à une théorie qui n'est pas totalement rejetée aujourd'hui, je vous en dirai quelques mots, qui s'appelle la panspermie. La panspermie, c'est dire bien la vie, elle vient d'ailleurs. La vie terrestre, elle a été apportée par des bactéries, par des spores qui se promènent dans l'espace interstellaire et interplanétaire, quand ça rentre dans les systèmes planétaires. Et ces spores, quand ils viennent en contact avec des planètes, eh bien, ils viennent ensemencer, si on peut dire, la planète qu'ils rencontrent. D'après cette théorie, nous serions donc tous des extraterrestres. Essayez de prouver le contraire. Alors, on n'a pas tout à fait abandonné cette théorie. Le seul problème, c'est que la théorie, quand elle a été développée, donc à la fin du XIXe siècle, n'expliquait pas d'où venaient ces germes. On pensait à l'époque qu'ils étaient créés dans le cosmos, spontanément. Il y a encore cette notion de spontanéité. Alors, la théorie sur laquelle maintenant la plupart des scientifiques se sont mis à peu près d'accord, c'est la théorie qu'on appelle de l'évolution chimique. Alors, comme vous savez certainement tous lire le russe, vous voyez que c'est la théorie de Oparin. Alexandre Ivanovitch Oparin, L'origine de la vie, un petit bouquin qui date de 1924. L'idée d'Oparin, elle est résumée de façon un petit peu embellie sur le transparent suivant. L'idée d'Oparin, c'est de dire, eh bien voilà, la vie est apparue sur Terre il y a très longtemps, au moment où la Terre était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Une Terre assez peu hospitalière, avec du volcanisme, avec des bombardements, avec une atmosphère très différente de l'atmosphère que nous respirons aujourd'hui. Eh bien, cet environnement primitif a conduit, alors pour Oparin, c'était l'atmosphère. L'atmosphère s'est transformée, a donné par chimie naissance à des petites molécules, ce qui est censé être représenté sur ce dessin. Ces petites molécules ont évolué dans l'eau, spontanément, des réactions chimiques spontanées, en donnant naissance à des molécules de plus en plus grosses, et puis aux premières macromolécules, molécules géantes, comme les acides nucléiques, et puis aux premiers systèmes vivants, capables de se reproduire. Alors après, eh bien après, on fait appel à l'évolution biologique, les systèmes deviennent de plus en plus complexes, la vie sort de l'eau, se développe, les animaux apparaissent, et bien sûr arrive le nec plus ultra, l'homme, comme de bien entendu. Bon, voilà, donc l'idée de Oparin, c'est une idée d'une génération de la vie, mais spontanée dans la mesure où elle part de l'inorganique pour aller jusqu'à la vie animée, mais elle n'est pas soudaine. Donc c'est une évolution chimique qui a pris beaucoup de temps et qui a précédé l'évolution biologique. Donc voilà à peu près l'idée, le concept qu'on a aujourd'hui. Alors c'est une théorie, et comme vous le savez sans doute, il faut se méfier beaucoup des théories tant qu'elles ne s'appuient pas sur des observations. Alors observation, ce que je viens de vous décrire là, ça s'est produit il y a 4 milliards d'années à peu près. On n'a plus de traces de ce qu'était l'environnement terrestre à cette époque-là. Donc comment faire? Comment observer ce qui s'est passé? Comment avoir des
des preuves ou des éléments de preuve. Alors, il y a une approche qui consiste à faire des expériences en laboratoire. Et la première expérience qui a été faite dans ce domaine, qui est devenue célèbre depuis, c'est l'expérience de Stanley Miller. Vous voyez, ça remonte à il y a 50 ans maintenant à peu près. Alors, Stanley Miller, jeune étudiant, a eu l'idée de reproduire en laboratoire, avec un appareillage simple, à la dimension d'un laboratoire, c'est cette chimie qui s'est produite au moment où la vie n'était pas encore sur Terre. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il prend de l'eau, il prend un mélange de gaz, ammoniac, excusez-moi pour les formules chimiques, mais enfin c'est assez simple, méthane, ammoniac, de l'eau, de l'hydrogène, ce que l'on pensait à l'époque qui devait être présent dans l'atmosphère primitive de la Terre. Si vous laissez un tel mélange de gaz pendant des siècles, des millénaires, il ne se passera rien. Pour vous faire évoluer, il faut envoyer de l'énergie dedans. L'énergie utilisée, c'est de la décharge électrique. Il y a deux petites électrodes là qu'on branche sur un générateur haute fréquence. Ça fait une petite décharge d'arc, un peu comme ce qui se passe sur un moteur à explosion automobile, par exemple, là, au niveau de la bougie. Et ces électrons vont modifier le mélange gazeux. Alors en plus, là c'est réchauffé, la tubulure en verre est réchauffée, ici elle est refroidie. Donc il y a une circulation des composés. Au fur et à mesure que ça évolue ici, ça vient condenser, ça se dissout dans l'eau. Et il laisse comme ça tourner, si on peut dire, cette expérience pendant 6 jours. Et le 7e jour, il va faire ce qui est le plus difficile, à savoir analyser les produits qui sont formés. Et alors là, surprise, eh bien, il va découvrir qu'il a fabriqué dans son expérience des acides aminés, c'est-à-dire ces briques des protéines dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il démontrait de cette façon-là qu'en partant d'un mélange gazeux très simple, proche, vraisemblablement, d'après ce qui était pensé à cette époque-là, il y a 50 ans, de l'atmosphère primitive terrestre, eh bien, en quelques jours seulement, on arrive à fabriquer les briques de la vie. Alors, ce n'est pas la vie, on en est bien loin, mais c'est une première étape. Eh bien, ça a marqué, ça, le démarrage, ce résultat positif, le démarrage de ce qu'on appelle depuis la chimie prébiotique. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis après, voilà, oui. La chimie prébiotique, chimie, donc des processus qui vont faire évoluer la matière, et prébiotique, c'est avant la vie. C'est ce qu'on appelle de la chimie organique, c'est-à-dire la chimie du carbone. Chimie organique, ça ne veut pas dire chimie de la vie, c'est la chimie du carbone dans l'eau liquide. Donc, depuis, on sait qu'en mettant des composés assez simples, comme l'acide cyanhydrique, par exemple, le formaldéhyde, des composés dont vous avez sûrement entendu parler. L'acide cyanhydrique, c'est un composé très simple, carboné, mais très simple, ce qui donne des cyanures, poison bien connu, qu'on appelle parfois le poison des belles-mères, mais je n'en dirai pas plus sur ce composé. Donc vous prenez de l'acide cyanhydrique, vous le mettez dans l'eau, vous attendez quelques jours, et vous allez obtenir des acides aminés, donc des composés d'intérêt biologique, et même ces composés-là qu'on appelle des bases, qui participent aux briques des acides nucléiques. Formol, les pharmaciens, vous connaissez tous ça, ce qu'on appelle le formaldéhyde. Pareil, vous mettez du formaldéhyde dans l'eau, vous le laissez. Alors, il y a des conditions de basicité, il y a des conditions de concentration, mais vous laissez ce composé pendant plusieurs jours et vous allez obtenir des sucres qui sont aussi qui constituent aussi les briques des acides nucléiques. Donc, c'est une chimie qui permet de fabriquer, dans des conditions de l'environnement primitif terrestre, tout ce qu'il faut pour faire la vie. Donc, et ça, on y travaille encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent, mais dans ce domaine-là, on a beaucoup de résultats positifs. Alors maintenant, il y a pas mal de questions. La première question, c'est l'atmosphère primitive de la Terre. De quoi était-elle faite? Miller pensait, il y a 50 ans, qu'elle était faite de méthane, d'ammoniac. Les modèles d'aujourd'hui supposent que ça n'a sûrement pas été le cas. C'était sans doute du gaz carbonique plutôt, de l'azote, comme celui qui constitue notre atmosphère d'aujourd'hui. Et quand vous refaites l'expérience de Miller dans ces conditions, eh bien l'expérience de Miller ne marche pas. Donc question, est-ce que cette voie est la bonne?
Si l'atmosphère était faite de gaz carbonique et d'azote, non, c'est sans doute pas l'atmosphère qui a permis ces synthèses. Mais il y a d'autres possibilités, heureusement. Alors depuis 20-30 ans, maintenant, on abandonne un peu l'atmosphère et on se tourne vers le fond des océans, dans lequel on a découvert les sources hydrothermales sous-marines, les fumeurs noirs. Et on s'est rendu compte que la chimie qui se déroule au voisinage de ces fumeurs noirs, alors là, ce n'est pas un exemple de fumeur noir, en fait, il n'est pas très noir celui-là, mais les conditions de température sont telles, en fait, on passe quasiment sur quelques centimètres de 300-350 degrés centigrades jusqu'à la température de l'eau dans ses profondeurs qui est voisine de 0. En fait, c'est 4 degrés à peu près. Donc, un gradient de température extrêmement important, des pressions très fortes, on est à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Quand on regarde la chimie qu'on peut faire dans ces conditions-là, eh bien, on peut fabriquer des composés d'intérêt biologique, un peu comme la fumulaire, à partir de l'atmosphère. Donc on pense que ça a pu être, sur la Terre primitive, un lieu où les synthèses dites prébiotiques se sont déroulées. Et puis il y a encore une autre possibilité, c'est que ces composés organiques prébiotiques viennent d'ailleurs. Donc ce n'est pas la vie qui vient d'ailleurs, mais ce sont les ingrédients nécessaires pour faire la vie. Alors fort heureusement, on n'a pas ça tous les jours. Hein. Il y a eu certainement des événements comme celui-là sur la Terre primitive. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que l'on reçoit régulièrement comme apport extraterrestre. Je vais mettre ça au vote. Est-ce que vous... En termes de nombre de tonnes de matériaux extraterrestres que l'on reçoit tous les ans aujourd'hui. Personne n'ose se lancer? Allez-y. Une centaine de milliers de tonnes. Vous êtes un peu au-dessus, mais pas loin. Et aujourd'hui, le chiffre, c'est de l'ordre de 20 000 tonnes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Hein. Et sur la Terre, mais fort heureusement, ça peut vous sembler un chiffre très important, fort heureusement, ce sont principalement, ces 20 000 tonnes par an, ce sont des micrométéorites. Donc, qui ne sont pas trop embêtantes pour les humains, ni pour la vie en général. Ce que l'on pense, c'est que sur la Terre primitive, il y a 4 milliards d'années, le flux était 1000 à 10 000 fois plus important. Or, ces micrométéorites contiennent plein de carbone et de molécules organiques. Donc, de là à penser qu'elles ont participé à cette chimie prébiotique, il n'y a qu'un pas. Et plus ça va, plus on pense qu'effectivement, ça a dû être un apport très important et une participation importante à l'origine de la vie sur Terre. Mais attention, ce n'est pas de la panspermie. Hein. La cuisine est faite sur Terre, la chimie prébiotique, allant jusqu'à la vie. Le marché est fait à l'extérieur. On est allé faire son marché, tous les ingrédients viennent de l'extérieur, avec une contribution éventuelle des sources hydrothermales sous-marines. Voilà le scénario aujourd'hui. Oui, alors voilà des exemples. 20 000 tonnes par an, comme je vous l'ai dit. Et ces micrométéorites, en voilà un exemple ici. Alors c'est effectivement tout petit, ça fait un 40e de millimètre. Donc c'est tout petit en fait. Eh bien quand on analyse, ce qui n'est pas une tâche facile, on a des outils aujourd'hui très puissants pour ça, la matière organique contenue dans ces micrométéorites, on trouve entre autres des acides aminés. Les comètes aussi ont dû participer en apportant l'eau, une partie des matériaux organiques que contient leur noyau. Donc voilà la vision, je répète, que l'on a aujourd'hui. Alors le dernier point qui concerne l'origine de la vie sur Terre, dont je voudrais vous dire un mot, c'est quand. Quand la vie est-elle apparue sur Terre? Alors, pas facile non plus de retrouver des traces. Notre planète est âgée de 4,56 milliards d'années. Et depuis ces 4,56 milliards d'années, elle a beaucoup bougé. Il y a eu de la tectonique des plaques, du volcanisme, de l'érosion. Tout ce qui fait qu'une bonne partie de ce qu'était l'environnement de la Terre a disparu, a été effacé. Alors les paléontologues, les micro-paléontologues ont quand même des astuces. Ils arrivent à trouver dans des roches sédimentaires,
anciennes. Par exemple, là, en Afrique du Sud, des roches qui datent de 3,5 milliards d'années, eh bien, des microstructures qu'ils identifient comme étant des bactéries fossilisées. Donc aujourd'hui, on a vraiment plusieurs indices qui montrent clairement que la vie devait être présente il y a 3,5 milliards d'années. Et on pense qu'elle est apparue entre il y a 4 milliards d'années et 3,5 milliards d'années. Alors, il y a 500 millions d'années de gap, là. On ne peut pas être beaucoup plus précis pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal. Bien, ben voilà donc ce que l'on pense savoir en ce qui concerne l'origine de la vie sur Terre. Essayons d'appliquer ça à d'autres environnements. Donc, question, est-ce qu'il y a une vie ailleurs? Alors, pour ça, on va partir de l'hypothèse que les processus qui sont déroulés sur Terre et qui ont conduit à la vie peuvent se dérouler dans ces autres environnements. Donc on parle de molécules très simples, par exemple de l'acide cyanhydrique ou du formaldéhyde. Ça donne des molécules plus complexes, jusqu'aux macromolécules du vivant. Bon, censé représenter par exemple une molécule d'ARN ou de protéines. Et puis, jusqu'à la vie. Donc, est-ce que ces processus-là, on peut se dérouler ailleurs? Alors, on peut même aller encore plus loin. Quelle forme prendrait cette vie au niveau macroscopique? Alors là, c'est un domaine qui n'est pas beaucoup exploré par les scientifiques. C'est plutôt les scientifiques de vulgarisation, journalistes scientifiques qui ont exploré ces problèmes-là. Et c'est presque évident. Vous allez sur une planète où la gravité est beaucoup plus forte que sur Terre. Vous allez imaginer des êtres qui sont adaptés à cet environnement à forte gravité, qui sont plaqués contre la surface de leur planète et qui vont avoir une morphologie adaptée à ça. Donc voilà le type d'animaux ou d'êtres macroscopiques que l'on peut envisager sur une telle planète. Donc on a l'impression effectivement qu'ils sont plaqués contre la surface de cette planète à forte gravité. Sur une planète, au contraire, de faible gravité, on imagine des êtres graciles, des girafes à très long cou, qui n'ont pas ce problème d'être plaqués au sol et qui, au contraire, peuvent évoluer dans les airs. Et puis, on peut aussi imaginer des êtres intelligents, avec un petit clin d'œil en particulier à Star Wars, puisque c'est tout à fait d'actualité à la Cité des Sciences. Alors, intelligents, mais pas forcément dans le bon sens. Mais enfin là, on pourrait en discuter pendant tout un soir. Donc, question, est-ce qu'il y a une vie ailleurs dans le système solaire? On va déjà commencer par le système solaire. Alors, bon, pour ça, on va regarder les différentes planètes du système solaire qui ont un intérêt pour cette quête. Première planète, c'est toujours notre cible de prédilection, à nous les exobiologistes, c'est Mars. Alors, pour différentes raisons, c'est pas parce qu'elle est très semblable à la Terre, au contraire, elle est plus petite, elle est 2 fois plus petite que la Terre, en gros. Mais elle a beaucoup d'analogies avec la Terre. Elle a un axe de rotation qui fait un angle un peu analogue à celui de l'axe de rotation de la Terre. Donc, il y a des saisons sur Mars. Elle a connu l'eau liquide dans son passé, on le sait maintenant, à une période où la vie apparaissait sur Terre. Et puis, il faut bien l'avouer, c'est la planète la plus proche de la Terre. Donc c'est là où c'est plus facile de chercher. Mais ça, c'est un très mauvais argument. En tous les cas, quand on a envoyé, la première fois qu'on a envoyé une grosse mission spatiale avec lander sur Mars, dans les années 1975, eh bien, on a recherché la vie sur Mars. Donc les missions Viking, les 2 missions Viking, Viking 1 et Viking 2, disposer d'un appareillage pour mettre en évidence une éventuelle vie, mais là on parle de vie microscopique. Je n'ai pas parlé des petits hommes verts, je n'ai pas parlé de la présence éventuelle de canaux artificiels qu'on a cru à la fin du siècle dernier, enfin je veux dire du 19e siècle. Bon, tout ça c'est de la vieille histoire. Je parle de Mars tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc Viking a recherché la vie extraterrestre et la vie sur Mars, la vie microscopique. Il ne l'a pas trouvée.
Enfin, pour être plus précis, il a cru la trouver, et en regardant bien, ça ne collait pas. Et donc aujourd'hui, on interprète les données de Viking comme une non-présence de micro-organismes à la surface. Il faut bien voir que Viking n'a exploré que les premiers centimètres de la surface du sol martien. Mais Viking n'a pas été une mission avec des résultats négatifs seulement. Viking a permis, pour la première fois, de mettre en évidence, c'est ce que l'on voit sur cette photographie, de mettre en évidence, je ne sais pas si vous voyez bien, ces réseaux qui ressemblent beaucoup à des réseaux de fleuves asséchés, des réseaux fluviatiles, comme on voit sur Terre. Donc ce type de structure, en plus on sait dater, on peut dater ça, et montre qu'il y a de l'eau qui a coulé sur Mars à une époque ancienne, il y a 3,5 milliards d'années. Alors depuis, il y a eu beaucoup de missions vers Mars. Par exemple, vous avez peut-être vu ces photos de Mars Global Surveyor, des photos à très haute résolution qui montrent la présence de rigoles. Et ces rigoles, une partie de ces rigoles s'explique par de l'eau qui a dû jaillir du sol martien et couler à une époque qui est beaucoup plus récente. Donc, c'est clair, il y a de l'eau, il y a eu de l'eau sur Mars, de l'eau liquide. Actuellement, on observe Mars de très très près, non seulement les missions américaines, mais aussi une mission européenne qui s'appelle Mars Express et qui nous fournit régulièrement une moisson d'images, entre autres, à très haute résolution, à 3 dimensions même. Alors, comme cette image donc, a été un peu trafiquée pour augmenter le contraste, bien évidemment. Donc voilà une image prise par Mars Express qui montre au fond d'un cratère la présence de glace d'eau. Aujourd'hui, bien évidemment. C'est une image qui a été prise il y a 1 an à peu près. Alors, il y a aussi d'autres images, mais qui, elles, sont plus suspectes, qui sembleraient montrer définitivement qu'il y a la vie sur Mars. Enfin, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Pour terminer, il y a un projet très ambitieux, européen à nouveau, de l'Agence spatiale européenne, qui consisterait, c'est un projet qui s'appelle ExoMars, lancement 2011-2013, mais en plein développement actuellement, et qui consisterait à envoyer un rover, que vous voyez ici, avec un système de forage, qui, pour la première fois, pourrait enfin aller en profondeur. Ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, malgré toutes les missions dont vous avez pu entendre parler, telles que Spirit, Opportunity ou Mars Pathfinder il y a quelques années. Toutes ces missions n'ont jamais foré, ne sont jamais allées à plus de quelques centimètres sous la surface du sol martien. Or, on sait que le sol martien est très oxydé, et si on veut voir quelque chose, il faut aller en dessous de la couche d'oxydation. Donc ça, c'est dans un futur pas si lointain. Alors, autre objet de prédilection, bon, ça dans le système solaire, c'est Europe. Europe, un des satellites galiléens, découverts par Galilée, donc, de Jupiter, qui a été observé par Voyager de près, qui a été observé plus récemment par Galileo, et qui montre une surface de glace telle que, avec des failles, de très grandes failles, et quand on regarde de plus près, on a l'impression, non, c'était pas celle-là, excusez-moi, que cette glace se trouve sur, un peu comme la banquise, sur un sous-sol fluide, visqueux. En fait, les modèles de structure interne de Europe, ce que vous voyez ici, donc vous imaginez qu'on a fait une coupe et puis on regarde ce qui est à l'intérieur. Ces modèles prédisent une croûte de glace, d'eau, et sous cette croûte de glace, là, toute la couche bleue serait un océan d'eau liquide. Alors ce n'est pas de l'eau pure, c'est un mélange d'eau et d'ammoniac, mais qui dit eau liquide dit un des premiers ingrédients nécessaires pour la vie. Et donc, comme il y a sûrement aussi la matière organique, de là à penser que la vie a pu apparaître sur Europe, il n'y a qu'un pas. Et Europe fait effectivement partie de nos cibles. Ah oui, alors ça, effectivement, j'ai interverti. Ça, c'est pour vous montrer la surface d'Europe prise à haute résolution. Vous voyez, on voit des morceaux de glace, un peu comme des morceaux de puzzle, qui ont bougé les uns par rapport aux autres. Je crois qu'on voit encore mieux ça par ici. Une faille ici,
et la même structure se retrouve là. Donc ces deux morceaux ont bougé l'un par rapport à l'autre, comme si cette banquise reposait sur un sous-sol visqueux, et très visqueux. Ce qui vient dans le sens de l'océan interne. Bien, ben donc, de là à imaginer qu'on va aller sur Europe, qu'on va envoyer une sonde capable de pénétrer. Alors la croûte de glace, elle fait plusieurs kilomètres d'épaisseur. Donc il faut arriver à traverser ces quelques kilomètres, atteindre l'océan interne. Et là, vous voyez, ça c'est pas une mission qui est lancée encore, hein, c'est un concept. Le petit pénétrateur a largué son petit bathyscaphe. Ce bathyscaphe, au champ, se trouve juste à côté d'une source hydrothermale sous-marine. Il ne manque une chose sur ce dessin, c'est un petit poisson, mais la NASA n'a pas osé le mettre. En tous les cas, ça fait partie effectivement des objets que l'on regarde avec attention maintenant et pour lesquels on essaye de définir des missions spatiales. Alors, il y a encore un autre objet d'intérêt, les comètes. Alors, pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Ce n'est pas parce qu'on s'attend à y trouver la vie. Ça nous intéresse à cause de la matière organique que ces objets contiennent. Oui, j'avais oublié que ça c'était peut-être un peu compliqué. Bon, vous avez ici une liste difficile à lire où il y a plein de formules chimiques qui représentent tous les composés organiques qu'on a détectés, non pas dans le noyau de la comète, mais dans ce qui est autour, dans ce qu'on appelle la coma. Et parmi ces composés, je vais juste en prendre deux au hasard. Il y a celui-là, c'est le formaldéhyde dont j'ai parlé tout à l'heure, et celui-là, c'est l'acide cyanhydrique. Donc, il y a les ingrédients intéressants pour une chimie prébiotique. Alors, il y a aussi des composés qu'on n'a pas identifiés. On sait qu'ils contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Et pour masquer notre ignorance, on appelle ça des chônes. Alors, on devrait en savoir plus dans les mois ou les 1-2 ans qui viennent, grâce à des missions qui viennent de se dérouler, comme Deep Impact, hein, qui est une mission qui a lancé un pénétrateur sur une comète, sur la comète Tempel 1, en juillet dernier, et on a observé tout ce qui était émis par le noyau de la comète après cet impact. Et une des choses qui est tout à fait intéressante pour nous, c'est qu'on a vu une émission d'acide cyanhydrique extrêmement importante. Donc il y a dans le noyau cométaire de l'acide cyanhydrique ou des polymères d'acide cyanhydrique, c'est encore plus intéressant. Bon, alors là on est en plein dedans, les médias en parlent beaucoup. Le retour de la mission Stardust, qui vient donc de nous rapporter quelques tout petits échantillons émis par la comète White-2, et on est en train de les analyser, y compris en France, où l'équipe de François Robert a tous les outils qu'il faut pour faire ces analyses dans des conditions ultra propres. Vous imaginez, on a très peu de matériaux, il faut analyser ça avec des conditions d'analyse qu'on appelle des nanotechnologies. Il n'est pas question de mettre ça dans un laboratoire classique, il faut que ce soit en salle ultra propre. Bon, et il y a encore autre chose. Alors cette autre chose, c'est cette mission, Rosetta. Alors c'est une mission de grande envergure, une mission de l'Agence spatiale européenne, à nouveau, qui a été lancée il y a 2 ans, et qui va vers une comète au nom quasi imprononçable, Churyumov-Gezarymenko, qui suis arrivé. Donc lancement en 2004, arrivé en novembre 2014. Donc il faut être sacrément patient dans ce type de mission de longue haleine. Et d'autant plus que la mission ne fait que commencer en 2014, en fait. Dans la mesure où, en 2014, le vaisseau, Rosetta, va poser sur le noyau de la comète un petit lander. Alors ce lander, imaginez un noyau cométaire, c'est petit, ça n'a quasiment pas de gravité. Donc pour que le lander reste à la surface du noyau cométaire, il faut avoir des grappins qui l'empêchent de repartir. Donc il y a toute une technologie qui a été développée, qui est assez risquée, et on espère que tout marchera bien. Mais on aura pour la première fois une analyse in situ de ce qui est dans le noyau de la comète, ce que jusqu'à présent on ne connaît absolument pas. Donc là, rendez-vous en 2014-2015.
Et puis je terminerai cette visite du système solaire exobiologique avec Titan. Vous avez peut-être suivi l'arrivée de Cassini et de la sonde Huygens sur cet objet qui nous passionne. 1er juillet 2004, la sonde Cassini s'est mise en orbite autour de Saturne. Enfin, vous savez sans doute, mais Saturne a un satellite de plus depuis ce jour-là, mais ce n'est pas un satellite naturel, c'est un satellite artificiel qui s'appelle Cassini. Alors, pourquoi est-ce que Titan nous intéresse? Eh bien, en gros, pour 3 raisons. Nous, exobiologistes. Le premier, c'est par les relations, les analogies entre Titan et la Terre. Titan a une atmosphère dense, 1,5 fois l'atmosphère, la pression atmosphérique au niveau du sol terrestre, une atmosphère faite d'azote moléculaire, comme sur Terre, avec du méthane. Alors, ça ne veut pas dire que la Terre avait du méthane au départ, mais le méthane va conduire à des composés organiques, et une fois qu'ils sont formés, on se retrouve dans un environnement riche en matière organique comme la Terre primitive. Autre analogie, vous avez sûrement tous vu cette photo, une des premières photographies que Huygens a pris de la surface de Titan. Et quand on regarde ce réseau dendritique, c'est comme ça que ça s'appelle, on ne peut pas ne pas faire de comparaison avec ce qu'on trouve sur Terre. Voilà une structure tout à fait analogue dans le désert du Yémen sur Terre. La grande différence, c'est la température. Ce qui fait que là, ça a été creusé, ces lits fluviatiles ont été creusés par de l'eau liquide, alors que là, ça a été creusé par du méthane liquide. Différence de température étant très importante. L'autre aspect qui intéresse les exobiologistes avec Titan, c'est la présence d'une chimie qu'on peut appeler quasi-prébiotique. Oui, vous allez peut-être m'en vouloir. Voilà ce qu'il y a dans l'atmosphère de Titan et qu'on connaît maintenant avec précision grâce à Huygens et à Cassini. Et puis voilà tous les composés organiques qu'on a déjà détectés, en partie grâce aux observations avant Cassini. Il y en a de nouveaux, mais pour lesquels il faut encore attendre un petit peu pour confirmation. Eh bien, dans cette liste, vous avez l'acide cyanhydrique à nouveau, là, ce composé prébiotique clé. Il est présent sur Titan. Ce qu'on a pu aussi remarquer, grâce à l'analyse faite par Huygens, c'est qu'il y a des aérosols dans l'atmosphère de Titan qui masquent sa surface. C'est pour ça qu'on ne voit pas la surface de Titan, contrairement aux autres satellites du système solaire. Il y a une atmosphère, des aérosols, et on ne voit pas la surface dans le domaine visible. Jusqu'à ce que Huygens arrive dans l'atmosphère et fasse des analyses, on ne savait pas, on n'avait aucune évidence directe de la composition de ces aérosols. Et grâce à l'expérience ACP, la seule expérience française de la mission, service d'aéronomie, PIA Israël, eh bien, on sait que ces aérosols doivent avoir un noyau fait de matière organique réfractaire. Donc réfractaire, quand on le chauffe, sauf à haute température, ça ne se vaporise pas. En le mettant à trop haute température, ça va spiraliser. Et d'après les observations, on a une structure un peu compliquée. Je ne vais sûrement pas vous détailler ce que ça veut dire. Le seul intérêt, c'est qu'à partir de ça, si on met cette molécule-là complexe dans l'eau, eh bien, ça relargue des acides aminés et autres éléments d'intérêt biologique. Donc, si on arrivait à avoir de l'eau liquide sur Titan, ces aérosols tombant dans l'eau liquide pourraient conduire à des composés d'intérêt biologique. Alors, est-ce qu'on a de l'eau liquide sur Titan? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à la vie? Il y a des épisodes d'eau liquide sur Titan, c'est ce que l'on imagine. Titan est bombardé de temps en temps par des comètes, des météorites, et l'impact, si l'objet est assez gros, peut faire fondre la glace d'eau qui est en surface. Et les calculs montrent que cette eau peut rester liquide pendant plusieurs centaines d'années. C'est pas très long, c'est pas très fréquent, mais c'est suffisant. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'eau interne. Figurez-vous que la structure interne de Titan, c'est un peu comme Europe, en fait. Vous avez une croûte de glace, d'eau, et puis sous cette croûte de glace d'eau, il y a
une deuxième couche de glace, d'eau toujours, de nature physique différente. Et en dessous de tout ça, en dessous de tout ça, les modèles prédisent de l'eau liquide. À nouveau, un mélange d'eau avec jusqu'à peu près 15% d'ammoniac. Eau liquide, matière organique. Donc a priori, il y a tout ce qu'il faut sur Titan pour faire la vie. Bon, la différence par rapport à Europe, c'est que là, ce n'est pas quelques kilomètres, c'est plusieurs dizaines de kilomètres, voire plus de 100 kilomètres de profondeur. Donc, nous ne sommes pas prêts de retourner sur Titan, de creuser cette croûte de glace pour aller voir ce qui se passe dans cet océan. Pardon. Bon, posons-nous quand même la question, est-ce qu'il y a la vie sur Titan ? Alors pour ceux qui ont assisté à la soirée, la dernière soirée Huygens qui a eu lieu ici, je suis désolé, mais j'aime tellement cette diapo que je ne peux pas m'empêcher de la ressortir. Huygens a pris des photos pendant 1h10 à la surface avec sa caméra. Mais alors des photos toujours les mêmes. Donc s'il y avait eu un petit système vivant macroscopique qui est passé devant la caméra, on l'aurait photographié. Alors le seul indice que l'on ait, c'est celui-là, mais il est à prendre aussi avec beaucoup de précautions. On a récupéré ça sur le web le lendemain de la publication des données de Huygens. Donc je pense que c'est une photomontage. Je vais vous enlever toutes les illusions, là. Donc abandonnons l'idée d'une vie macroscopique. En revanche, une vie microscopique. Eh bien, l'hypothèse que le méthane qui est dans l'atmosphère vienne d'une activité biologique a été souvent émise. Et depuis que Huygens est allé analyser l'atmosphère, là, on a une réponse. Hop, je suis allé trop vite, pardon. Et la réponse vient de la mesure du carbone dans le méthane. Cette mesure indique que ce méthane est d'origine non biologique. Donc, on ne peut pas exclure aujourd'hui la présence possible d'une vie sur Titan, mais vu déjà cet aspect négatif, personnellement, ça me paraît peu probable. Puis les températures, je répète, en surface sont très basses. Dans l'océan, elles ne sont pas aussi basses, mais bon, les choses, c'est pas très chaud quand même, hein. Bien, donc voilà pour le système solaire. Alors, et hors du système solaire ? Je ne l'ai pas remise à jour, mais enfin, vous voyez, ce n'est pas très ancien. Au 15 mars 2006, on a détecté, les astronomes ont réussi à détecter par leur méthode de mesure 150 systèmes planétaires, 19 systèmes multiplanétaires, c'est-à-dire un Soleil avec 2 ou plus planètes, et au total, on a détecté 182 planètes extrasolaires. Les premières planètes extrasolaires ont été détectées en 1995. Donc vous voyez qu'en une dizaine d'années, on commence à avoir un nombre qui devient quand même important et qui va augmenter très fortement l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, grâce à la mission COROT. S'il y a des systèmes planétaires, s'il y a des planètes, pour l'instant ce ne sont que des planètes géantes que l'on détecte, et ces planètes géantes ont sans doute des compagnons comme Titan, par exemple, ou comme Europe, qui sont capables d'abriter la vie. Et il y a peut-être aussi des planètes comme la Terre qu'on devrait pouvoir détecter dans quelques années. Donc de là à penser que ce qui s'est passé sur au moins une planète dans le système solaire, et peut-être plusieurs, a pu se produire ailleurs, n'est pas déraisonnable. Alors comment faire pour mettre en évidence une vie sur ces planètes extrasolaires ? Alors, la première chose à dire, SETI, dont je vous ai parlé dans mon introduction. Mais SETI ne recherche qu'une vie intelligente, technologiquement avancée. Mais ça fait partie des approches possibles. Et ça fait partie, là je tiens à le souligner, des approches qui, même si elles semblent complètement utopiques, parce que c'est rechercher vraiment une aiguille dans une meule de foin, faire du SETI, sont des approches qui ont plein de produits secondaires tout à fait intéressants. Alors, ça, c'est un exemple. Et c'est une idée géniale. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Ça représente un écran d'ordinateur. Un des membres de SETI s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser les ordinateurs, qui ne servent pas 24 heures sur 24, en les mettant en commun via le web, pour faire du traitement de données.
Et effectivement, dans mon laboratoire, on fait du SETI. Simplement, on a mis notre ordinateur sur réseau, via le web, et on a un logiciel qui tourne en permanence quand l'ordinateur ne sert pas pour les recherches du laboratoire et qui donne des données de ce type-là. En fait, on fait du traitement de données, des observations SETI faites par des collègues américains en particulier. Donc l'idée de mettre en commun cet outil extraordinaire qu'est l'ordinateur via le web, vu que les ordinateurs ne tournent pas en permanence pour nos activités propres, est une idée géniale qui a été reprise depuis dans les sciences de la vie, par exemple, pour faire du traitement de génome ou autre chose comme ça. Bon, enfin, voilà une approche, mais qui nécessite de faire l'hypothèse que la vie intelligente existe ailleurs et qui, jusqu'à présent, n'a pas donné le moindre résultat tangible sur la présence d'extraterrestres intelligents. Alors l'autre approche, c'est d'arriver à observer les propriétés de ces planètes extrasolaires et de voir si elles ont une atmosphère, des planètes de type tellurique qu'on n'a pas détectées encore, et si cette atmosphère a des signes d'activité biologique. Ça, on devrait être capable de le faire avec une mission qui est dans un futur plus lointain, parce que c'est une mission compliquée, qui s'appelle Darwin, lancée par l'Agence spatiale européenne vers les années 2020. Donc Darwin sera capable d'observer les planètes extrasolaires, les planètes telluriques, de déterminer la composition de leurs atmosphères. Et si on trouve par exemple en même temps de l'oxygène moléculaire en quantité importante comme sur Terre, du gaz carbonique, de la vapeur d'eau, ce sera un signe qu'il y a eu une vie microscopique au minimum, il y a peu de temps sur cette planète. Et puis, je terminerai sur l'objet de prédilection des exobiologistes, qui reste le seul objet pour lequel nous sommes sûrs qu'il y ait la vie, et une vie à protéger, et une planète à protéger aussi, qui est bien sûr la Terre. Et sur ce, je vous remercie de votre attention.